que vous me voyez toujours? Est-ce que c'est correct pour la lumière? Je manque un peu, mais... OK, on va faire ça comme ça. Bonsoir, Lucie. Bonsoir. Alors, on va juste attendre pour voir s'il y a des gens qui se joignent à nous. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle d'attente? Non, c'est ouvert et il n'y a personne présentement. D'accord. Alors, dans ce cas-là, nous allons débuter en souhaitant la bienvenue et bonsoir aux membres de l'équipe de la dose ainsi que du service du greffe. D'abord, je me présente. Mon nom est Christian Arsenault. Je suis élu ici en arrondissement et président du comité consultatif d'urbanisme, ce qui me rend d'office président de cette séance de consultation publique qui, pour le moment, manque du public, mais on va continuer quand même. Je tiens d'abord à présenter les membres de l'administration. D'abord, Mme Lucie Bédard, qui est directrice de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Bonsoir, Mme Bédard. Bonsoir. Ainsi que Mme Temila Boussoualem, qui est porteuse de dossiers et conseillère en aménagement, qui présentera un des deux dossiers ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Madame Fabienne Caour, également conseillère en aménagement et qui est également présente, qui va également présenter l'autre dossier de ce soir. Bonsoir, Madame Caour. Bonsoir. Et finalement, Madame Julie Faraldo-Boulet, qui est secrétaire recherchiste à la division du greffe et qui nous expliquera le processus d'approbation référendaire qui est applicable aux deux projets. Bonsoir. Alors, sans plus tarder, nous avons l'ordre du jour devant nous. Je pense que nous allons commencer avec la présentation du processus d'approbation référendaire qui est applicable à ces deux projets. Ensuite, nous aurons la présentation par Mme Caour du projet de résolution approuvant le projet particulier visant à permettre la transformation du deuxième étage, son occupation aux fins de la catégorie d'usage H1, c'est-à-dire habitation, d'un bâtiment commercial situé au 4040 rue de Courtrai. À ce moment-là, nous allons avoir, après la présentation, nous aurons la période de questions et commentaires du public par vidéoconférence, si les gens se joignent à nous. Et sinon, je pense que nous n'avons reçu aucun commentaire ou question écrit, alors nous allons procéder immédiatement au deuxième dossier présenté par Mme Boussoualem du projet de règlement afin de modifier la densité de construction et permettre une hauteur de 15 étages sur un lot qui fait partie de la phase 7 du projet de redéveloppement Westbury sur le site de l'ancienne usine Armstrong, ainsi que le projet de résolution approuvant le projet particulier, c'est-à-dire le bâtiment commercial et résidentiel sur ce lot d'une hauteur de 15 étages. Encore une fois, on aura une période de questions et commentaires du public par vidéoconférence si les gens sont là pour y assister. Et encore une fois, je pense qu'on n'a reçu aucune question ou commentaire écrit. Alors, ce sera suivi par la fin de l'Assemblée. Je vais juste regarder très rapidement. Toujours aucun membre du public. Alors, on fait ça pour la postérité et ça sera posté sur le web. Sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Faraldo-Boulet pour expliquer le processus d'approbation référendaire. Merci. Donc, le processus d'approbation référendaire est un processus par lequel les citoyens qui souhaitent s'opposer aux dispositions concernées peuvent le faire, des projets visés peuvent le faire. Donc, le premier projet, le projet particulier 127 pour le 4040 Courtrai,
comprend des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Pour le deuxième projet, en fait, il y a deux dossiers. Il y a une modification au plan d'urbanisme et il y a également un projet particulier, donc le projet particulier 128. C'est ce projet particulier qui comprend des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, je vais faire un petit récapitulatif là, des étapes d'approbation d'un dossier, d'un projet particulier et des étapes du processus d'approbation référendaire. Puis, par la suite, je vais vous détailler chacune des étapes là, du processus d'approbation référendaire. Donc, les deux projets ont été adoptés, il y a une petite coquille ici, le 21 juin 2021 par le conseil d'arrondissement. Donc, suivant cette adoption, on doit tenir une consultation publique. Actuellement, cette consultation publique est remplacée par une consultation écrite de 15 jours. Donc, la consultation écrite se déroule du 30 juin au 14 juillet. Donc, suivant la séance de ce soir, les citoyens auront encore une semaine pour soumettre leurs commentaires ou questions. L'arrondissement a également décidé de tenir une séance publique en visioconférence au cours de laquelle les citoyens qui souhaitent prendre la parole en direct peuvent le faire. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir. Les commentaires et les questions des citoyens seront colligés dans un rapport de consultation qui sera déposé au conseil d'arrondissement lors de l'adoption du second projet de résolution. Donc, la date visée actuellement, c'est le 16 août 2021. Si le conseil approuve le second projet de résolution, il va y avoir un avis qui va être publié sur le site Internet de l'arrondissement qui va annoncer la possibilité de demander la tenue d'un registre. Donc, ça, c'est en fait ce qu'on appelle communément l'étape des pétitions. Donc, ça aurait lieu à la fin du mois d'août 2021. Et les pétitions pourront être reçues jusqu'au 8e jour après la publication de l'avis. Donc, suivant ça, cette étape-là, il y aura l'adoption de la résolution finale qui est prévue, c'est encore une fois une date projetée, le 13 septembre 2021. Et si à l'étape de la demande de tenue de registre, donc des pétitions, nous avons reçu des demandes valides, va s'enclencher le processus référendaire. Donc, il doit être tenu dans les 45, pour la tenue d'un registre, en fait, qui doit être tenu dans les 45 jours suivant l'adoption. Donc, la première étape, l'étape des pétitions ou des demandes de tenue de registre, il va y avoir un avis public qui va être publié sur le site Internet de l'arrondissement. Les pétitions doivent être déposées dans les 8 jours de la publication de l'avis pour être valides. Pour les zones de plus de 21 personnes habiles à voter, il faut que la pétition soit signée par au moins 12 d'entre elles et si les zones comportent moins de 21 personnes habiles à voter, par la majorité d'entre elles. Donc, sur l'avis public, il y a un plan avec la zone concernée et les zones contiguës qui peuvent prendre part au processus. Donc, la seconde étape, si à l'étape des pétitions, nous avons reçu des demandes valides, c'est l'étape du registre pour demander la tenue d'un référendum. Donc, encore une fois, il va y avoir un avis public qui va être publié sur le site Internet de l'arrondissement qui va annoncer la date du registre après l'adoption de la résolution. Donc, pour provoquer la tenue d'un référendum, c'est un calcul qui est prévu par la loi, qui est indiqué ici à l'écran et qui va être précisé également. C'est un calcul qui se fait à partir du nombre de personnes habiles à voter des zones concernées et contiguës. Donc, on n'a pas ce chiffre-là à l'avance, mais il va être précisé à l'avis public. Donc, suivant le registre, le greffier va déposer un certificat qui va confirmer le nombre de signatures recueillies. Si le nombre de signatures est suffisant, le conseil d'arrondissement va adopter une résolution annonçant le scrutin référendaire ou le retrait du dossier. Là, actuellement, étant donné l'état d'urgence sanitaire, le registre ne se tient pas en personne comme c'est le cas à l'habitude. Normalement, c'est une journée. Les gens doivent se déplacer à l'arrondissement pour signer le registre. Par contre, actuellement, le registre a une durée de 15 jours et les signatures peuvent se faire par le formulaire en ligne, par courriel ou en personne sur rendez-vous. Donc, si à l'étape du registre, le nombre de signatures recueillies est suffisant
et que le conseil d'arrondissement décide d'aller de l'avant avec le scrutin référendaire, il va y avoir encore une fois un avis public qui va être publié sur le site Internet de l'arrondissement qui va annoncer la date du référendum. Le conseil d'arrondissement devra également adopter une résolution là, qui pourra annoncer la date du scrutin référendaire. Et à cette étape-ci, c'est une majorité simple, donc pour ou contre la proposition qui va être considérée. Et encore une fois, actuellement, étant donné l'état d'urgence sanitaire, là, le référendum se fait exclusivement par correspondance. Et on invite les citoyens qui ont des questions par rapport au processus à communiquer avec la division du greffe là, tout au long du processus. Merci. Merci beaucoup, Mme Farrell-Douboulet. Nous allons maintenant procéder immédiatement au premier dossier de ce soir présenté par Mme Cao. Bonjour, est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, c'est parfait. Oui, avec la présentation, parfait. Donc, ce soir, je vous présente le projet de résolution qui approuve un projet particulier, le PP 127, qui vise à permettre la transformation du deuxième étage et son occupation aux fins de la catégorie d'usage H1, donc c'est un logement unifamilial, d'un bâtiment commercial qui est situé au 40 avenue de Courtrai. Alors, je vais vous présenter la procédure de projet particulier, le projet de résolution, le calendrier d'approbation et enfin, période de questions s'il y en a. La procédure d'autorisation, donc nous en sommes à l'étape de la consultation publique. Donc, le projet de résolution a été adopté en première lecture le 21 juin 2021 et voilà, nous en sommes à cette étape-là. Un projet particulier, en fait, c'est un projet qui définit les paramètres du projet. Par la suite, le projet sera déposé pour une demande de permis et sera analysé selon des critères d'implantation et d'intégration architecturale avant qu'un permis soit délivré. Alors, le projet particulier. Donc, le terrain concerné par la résolution se situe sur l'avenue de Courtrai. Donc, nous sommes situés proche du chemin de la Côte des Neiges, au sud de la voie ferrée et au sud de l'Argentalon également. Donc, voici le lot en question. Donc, on voit que le bâtiment occupe presque la totalité du lot. Ici, l'environnement immédiat. Donc, on peut voir que le secteur avoisinant est composé de bâtiments commerciaux majoritairement. On a deux lofts commerciaux des deux bords du bâtiment. On a aussi, ici, on peut voir des bâtiments d'entreposage, deux lieux de culte en face. Et un peu plus loin, à l'intersection de la rue Lavoie, nous avons des habitations multifamiliales. Donc, on constate que c'est un secteur très hétérogène qui est composé de différents usages. Le lot en question, donc on peut voir ici le lot et le bâtiment, comme je vous disais, qui occupe la presque totalité de ce lot-là. Donc la vue, la façade de ce bâtiment, donc un bâtiment commercial qui a été construit en 1965. On a 2 étages, l'aire de bâtiment 221,85 m². Auparavant, il était utilisé comme un atelier d'artistes et d'artisans qui est autorisé dans le secteur puisqu'il fait partie de la catégorie industrielle. Et actuellement, le bâtiment est vacant. Voici des vues, donc un des côtés du bâtiment, le mur latéral sud-ouest et le mur arrière, avec des carreaux qui font entrer la lumière dans le bâtiment. Alors, le règlement autorise actuellement dans cette zone 0143 donc l'usage principal, industrie légère et d'autres catégories comme le commerce de gros et d'entreposage. Donc voici les normes qui sont exigées pour un nouveau bâtiment ou une occupation d'un bâtiment existant. Il ne s'agit pas d'un secteur significatif, donc au niveau de l'intégration architecturale, etc., il n'y a pas vraiment d'exigence particulière. Au niveau du plan d'urbanisme, puisqu'un projet particulier doit être conforme au plan d'urbanisme, donc on s'assure de la conformité au plan d'urbanisme pour toute demande de projet particulier. Nous sommes situés dans un secteur donc 0415 qui autorise des bâtiments de 2 à 6 étages avec un taux d'implantation au sol faible au moyen. Et l'affectation qui est permise, c'est un secteur d'activité diversifiée.
Et dans un secteur d'activité diversifié, on mentionne qu'on peut accueillir, sous certaines conditions, l'intégration d'un usage résidentiel à proximité du réseau de transport collectif. On voit qu'il y a déjà d'ailleurs des usages industriels, résidentiels. Pardon. Alors, le projet qui nous a été soumis, c'est tout simplement de modifier l'usage du second étage pour y avoir un logement. Le requérant souhaite utiliser le rez-de-chaussée comme entreposage pour son entreprise de photographie et loger à l'étage. Et étant donné que l'usage habitation n'est pas autorisé, on doit passer par cette procédure de projet particulier. Alors, voici le plan qui nous a été proposé, donc de modification du second étage en logement. Alors, donc, on autorise dans cette résolution, donc, on dit que malgré la réglementation d'urbanisme, l'occupation du deuxième étage du bâtiment, enfin l'usage achat un seul logement, est autorisée conformément aux conditions. Les conditions qu'on va voir, c'est qu'on va demander, en plus des documents qu'on exige normalement, on va demander la demande de permis soit accompagnée de plans et d'une étude de conformité réalisée par un architecte et qui démontre que l'étage est conforme au Code de construction du Québec et au règlement sur la construction et la transformation de bâtiments et également au règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements. Donc, ce sera une condition à l'émission du permis. Et on déroge à un article seulement, qui est l'article qui finalement l'usage, puisque, comme je le mentionnais auparavant, seuls sont autorisés les usages industriels et commerciaux dans cette zone, et on souhaite autoriser l'usage habitation, achat, un logement. Donc, la direction de l'aménagement urbain et des services d'entreprise s'est montrée favorable à la demande, étant donné que le projet est conforme au plan d'urbanisme et que cette occupation résidentielle est compatible avec le milieu d'insertion qui est hétérogène et qui est composé de multiples usages, comme je l'ai mentionné, des bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels. Donc, c'est compatible avec les usages existants. Le calendrier d'adoption, on l'a déjà vu tantôt, donc rapidement, nous en sommes donc à l'étape de la consultation publique et voici les autres dates à venir pour l'approbation du projet. Voici la zone visée dans le cas d'un processus référendaire, donc notre zone 0143 avec les zones avoisinantes qui sont les zones qui seront aussi des zones concernées. Nous en sommes rendus à la période de questions. Merci beaucoup pour la présentation. Encore une fois, je vais juste revérifier. Encore une fois, aucun membre du public présent avec nous ce soir. Alors, on va sauter la période de questions et commentaires du public, autant pour les questions et commentaires en direct que ceux qui étaient déjà transmis par écrit, parce qu'on n'en a pas. Alors, je remercie Mme Kaour pour la présentation du dossier. Et nous allons passer immédiatement au deuxième dossier ce soir, présenté par Mme Boussoila. Et on voit l'écran. C'est parfait. Cependant, le micro est fermé. Là, c'est bon. Et voilà. Hello, bonjour, rebonjour. Donc, aujourd'hui, nous vous présentons un projet de règlement qui est relié à un projet de résolution pour l'approbation d'un projet particulier. Le projet de règlement, il vient modifier le plan d'urbanisme et plus spécifiquement une carte de densité de construction pour autoriser une hauteur de 15 étages. Et le projet de résolution vise donc à approuver le projet particulier PP 128 pour le lot 6049-211 qui fait partie du projet de redéveloppement de Wolfesbury. Donc, est-ce que vous m'avez perdu? Pardon.
Non, on vous voit, on vous entend. Excusez-moi parce que j'ai... Ouais, OK, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi je ne vous vois plus. Donc, vous êtes sûr que vous m'entendez et que tout est bon. Oui, tout est bon. Je On est m'excuse, c'est un problème avec Zoom. Donc, pas de problème. oui, l'Assemblée d'aujourd'hui, elle consiste à présenter le projet de règlement et son calendrier d'adoption et la procédure de projet particulier, ainsi que le projet de résolution et son calendrier d'approbation. Ceci sera suivi par une période de questions. Donc, le projet de règlement en soi, il consiste donc à modifier le plan d'urbanisme. Le site, il se situe dans un secteur diversifié où sont autorisés les usages commerce et bureaux et équipements collectifs et habitations. Et les usages, donc, habitation, ils peuvent être autorisés à condition que cet usage soit compatible avec les autres usages et son environnement. Donc, et le cadre bâti. Le secteur en question autorise actuellement un bâti de 12 étages et une densité de 6. Donc, la modification au plan d'urbanisme, elle consiste à créer un secteur 04T7, mais qui correspond au lot en question sur lequel sera implanté le projet particulier. Et la demande de modification a reçu un avis favorable par le comité Jacques Viger et le comité consultatif d'urbanisme. Et la direction aussi a émis un avis favorable parce que le projet s'intègre en continuité avec le cadre de planification et que la modification en hauteur consiste seulement à augmenter la hauteur de 5 mètres, donc de passer de 55 mètres à 60 mètres. L'implantation du projet est inférieure à ce qui a été autorisé précédemment. Et le bâtiment mixte qui est proposé est une opportunité pour intégrer une institution au projet d'ensemble Westbury. On vient aussi à intégrer 10 étages résidentiels au projet et plusieurs études de compatibilité sont exigées dans le projet. Et le point final et le plus intéressant peut-être en termes d'innovation est qu'on intègre des murs végétalisés au projet. Donc, le calendrier d'adoption est similaire à ce qui a été présenté précédemment pour ce qui est de la consultation publique, mais à partir de là, le processus va se continuer au niveau municipal. Donc, il y aura une recommandation du projet de règlement par le conseil d'arrondissement et suite à cela, le projet sera présenté au comité exécutif pour approbation et au conseil municipal pour adoption en vue d'obtenir un certificat de conformité. Donc, au schéma d'aménagement. Et ce processus d'approbation, il n'est pas assujetti à un processus référendaire. Donc, maintenant, nous allons vous présenter le projet particulier. On est donc au stade de la consultation publique. Il y a eu un affichage du 30 juin au 14 juillet, ainsi qu'un avis public. Suite à cela, il y aura donc une adoption en deuxième lecture au conseil d'arrondissement, un avis public et une lecture finale au conseil d'arrondissement. Et si nécessaire, entre les deux lectures, un avis public et une procédure d'approbation référendaire. Donc, le cheminement d'une demande commence par une demande de PCMOI et par la suite, un traitement d'une demande de permis selon
le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, le projet particulier consiste à autoriser donc un bâtiment de 15 étages et de 60 mètres de hauteur au maximum et qui intégrerait un commerce, une école spécialisée et 100 unités d'habitation tel qu'il a été proposé. Le contexte du projet, c'est qu'il se situe sur un lot qui fait partie d'un projet particulier en cours de construction, mais qui est le projet de développement de Westbury Montréal. Et ce projet en soi fait partie d'un ensemble de projets de densification et de développement autour du métro. Donc, le projet de Westbury à l'origine indiqué qu'un bâtiment de 7 excusez-moi, que le bâtiment 7 est autorisé avec une hauteur maximale de 12 étages et de 55 mètres, et avec les usages commerce et bureaux intégrés. Et c'est cette particularité qu'on vient modifier, donc en autorisant par ce projet un bâtiment de 15 étages et de 60 mètres au maximum. Le projet d'ensemble inclut une école, excusez-moi, un hôtel, un parc, des logements sociaux, approximativement 600 logements en tout, et des commerces de proximité. Donc, voici le lot et sa position dans le projet d'ensemble. Et quelques images de l'état d'avancement du projet Westbury. Donc, on constate que 3 bâtiments sont achevés et sont occupés ou en cours d'occupation. Et on constate aussi qu'une partie de l'aménagement extérieur a été effectuée. Et à la fin du projet, donc, on suppose que cette perspective est assez réaliste de ce à quoi ressemblerait le projet en fin 2023, si tout se déroule comme prévu. Donc, on a un parc au cœur du développement et le bâtiment 7 en question donc, serait à l'extrémité de cet aménagement et représenterait une surhauteur d'à peu près 5 à 6 étages par rapport au bâtiment existant. Donc, voilà, pour ce qui est de l'implantation, le taux d'implantation qui est proposé est de 50% au maximum, avec des marges avant et latérales de 4 mètres. Un recul de 9,5 mètres est exigé par rapport à l'emprise du chemin de fer. Et un espace, une partie du lot a été exigée comme servitude pour la construction d'une passerelle au-dessus du chemin de fer. L'entrée au stationnement se ferait par une entrée charretière qui se situe dans le bâtiment 6, pour un stationnement pour le bâtiment 7 et les autres bâtiments du projet. Le rez-de-chaussée consiste principalement en un commerce de proximité et des entrées au lobby. Un café-terrasse est proposé dans ce point-ci et qui correspondrait donc à un usage d'épicerie fine proposé pour le commerce. Dans cette coupe, on observe clairement la répartition des usages selon les étages. Donc, on a en jaune le rez-de-chaussée, mais qui est un commerce et des lobbies, 4 étages d'école et 10 étages d'habitation. Les superficies approximatives sont de 250 mètres carrés pour les commerces, à peu près 5 500 pour l'école et un peu plus de 10 000 mètres carrés pour les logements. La hauteur maximale avec une construction hors tout, elle se situe donc entre 55 mètres et 60 mètres.
Au niveau du deuxième au cinquième étage, on a donc une école dont la conception sera adaptée à la programmation de celle-ci. Et les étages résidentiels sont aménagés avec des appartements de grande taille à vocation locative. 50% de ces logements ont 2 chambres à coucher et une superficie approximative de 75 à 90 mètres carrés. On a des 3 chambres à coucher aussi, 30 en tout, dans la superficie approximative est de 110 mètres carrés, et des appartements avec une chambre à coucher dans la superficie approximative est de 65 mètres carrés. Donc, voici donc un plan de l'aménagement paysager proposé au rez-de-chaussée. On observe entre autres qu'une placette a été proposée, telle que des crites, mais aussi un giratoire avec des arbres et plusieurs aménagements de plantations à l'intérieur et à l'extérieur, mais qui servent d'interface entre l'espace public et l'espace privé. Entre autres, ceci inclurait un mur végétalisé qui se situerait donc à la limite ici entre l'eau et le trottoir du boulevard des Carrés. Plusieurs espaces verts sont inclus aussi à l'intérieur de l'école. Un toit vert est exigé au toit et un café-terrasse a été proposé sur le toit aussi, ainsi qu'un espace commun aux occupants. Donc, il serait réservé probablement aux résidents des étages. Donc, cet aspect du projet sera vu au PIA. Enfin, on vous montre ici un aspect novateur du projet qui consiste à planter des murs végétalisés en façade en utilisant un système de vagues de plantation et de treillis végétalisés. Donc, on viendrait intégrer en façade plusieurs vagues de plantation où sont plantées à la fois des plantes grimpantes et tombantes et vivaces. Donc, on observe une coupe ici où on le voit clairement. Donc, en façade, on obtiendrait donc une mixture de plusieurs zones végétalisées, mais qui s'intégrerait au balcon et aux coursives des logements. Donc, ceci est la façade sud sur des carrés et la façade est qui donnerait sur deux courtrais et la façade ouest sur le chemin de fer. Donc, une des dérogations demandées aussi consiste à autoriser une enseigne ou un ensemble d'enseignes en saillie, mais qui serait intégré à un mur végétalisé. Et ces enseignes sont assujetties à plusieurs critères PIA pour assurer leur intégration à l'architecture et à l'implantation du projet. Et donc, dans le cadre de l'étude, plusieurs études ont été exigées. La première étant l'ensoleillement. Donc, on observe qu'en comparaison avec le bâtiment de 12 étages autorisé au PP 95, donc au premier projet particulier, il n'y a pas d'augmentation significative de l'ombrage, excepté pour une légère augmentation à l'équinoxe de printemps, en fin de journée, donc vers 16 heures. Et sinon, pour ce qui est de l'étude de circulation, on observe dans l'ensemble une diminution des déplacements entre un bâtiment de 12 étages
et un bâtiment de 15 étages, du fait que les bureaux suscitent plus de circulation. Donc, au total, on observe une diminution des déplacements le matin et le soir, ainsi qu'une diminution globale des déplacements. Une étude d'éolienne a été effectuée pour l'ensemble du projet. On n'observe aucune différence, entre un bâtiment de 12 et 15 étages. Par contre, un aménagement au toit, si proposé, devra proposer, entre autres, des mesures de mitigation pour atténuer les vents. Enfin, pour ce qui est de l'étude acoustique, on observe quand même dans les façades faisant face à l'autoroute des Caries et au chemin de fer, ainsi que les façades intérieures, un niveau de bruit assez élevé. Et on a plusieurs méthodes d'atténuation qui peuvent être proposées et qui sont exigées au règlement. Entre autres, on exige des vitrages avec un pourcentage de fenestration adapté afin de maintenir le niveau intérieur de son à moins de 40 décibels. On utilisera aussi plusieurs autres mesures de mitigation, entre autres des écrans au balcon. Donc, voilà. Pour ce qui est de la qualité de l'air extérieur, la majorité des polluants sont inférieurs aux limites, mais qui sont autorisés par les standards de construction WELL et de l'Institut national de la santé publique. Les seuls résultats, mais qui sont donc au-dessus des limites autorisées, sont les particules fines. Et pour cela, des solutions mécaniques de filtration d'air sont exigées afin de maintenir une qualité de l'air de qualité à l'intérieur des usages sensibles, et dans ce cas-ci, c'est les logements en particulier. Donc voilà, donc pour ce qui est des principales dérogations en question, on peut les résumer en 6 catégories. Donc, on viendrait autoriser les usages habitation et institutionnels, une hauteur maximale de 15 étages. On viendrait aussi autoriser des règles d'insertion et d'alignement un peu différentes du règlement qui, lui, limite les saillies à 3,5 mètres et à 1,5 mètres à l'intérieur d'une marge avant. Donc, les saillies proposées seraient revues en PIA. Et il est de même pour le verdissement, où on exige donc un arbre de 250 mètres carrés au lieu de 200 mètres carrés. Et une partie du verdissement va se faire donc au toit et sous forme de murs végétalisés. Enfin, on autorise des cafés aussi et des étalages de fleurs en cours latéral. Et les stationnements pour vélos se situeront principalement à l'intérieur, excepté pour les vélos, pour les visiteurs. Et les supports à vélo qui sont proposés sont fixés au mur et non au sol. Et les saillies, donc, des anciennes vont être assujetties au PIA. Et enfin, on déroge au règlement des clôtures et haies pour autoriser un mur anti-collision. Donc, et étant donné que la liste des dérogations est assez longue, il en va de même pour les conditions.
Et pour résumer, donc on autorise les usages proposés, mais on exclut tout ce qui a trait à la location de véhicules automobiles et accessoires et carburants, les écoles primaires, secondaires et garderies, hôtels et gîtes et résidences de tourisme. Les marges sont fixées aussi, ainsi que les conditions pour l'approbation d'une construction hors toit. Ensuite, il y a aussi des conditions en rapport avec l'aménagement paysager. On exige entre autres un verdissement au toit, un nombre d'arbres fixes qui serait de 5 dans ce cas-ci, et un pourcentage de zones végétalisables sur chaque façade. Et afin de s'assurer de la faisabilité et de la durabilité de ces aménagements, un plan d'entretien est exigé. Donc, ça, c'est pour les conditions. Ensuite, on exige aussi des conditions qui viennent à limiter la superficie et l'emplacement des affiches, ainsi que leur position. Donc, et tout cela, bien sûr, est revu dans le contexte d'un PIA spécifique à ce projet, et dont les objectifs sont de favoriser donc une architecture de qualité, un milieu de vie où seront possible d'avoir plusieurs niveaux d'interaction entre les résidents, et évidemment intégrer les mesures d'atténuation à l'expression architecturale. Donc, et la direction est favorable au projet aux conditions qu'une révision architecturale soit faite selon les critères et objectifs du PIA, qu'un plan d'aménagement et d'entretien paysager détaillé soit soumis, ainsi qu'un plan de gestion des déchets et un plan de stationnement intégrant les spécifications des supports à vélo et selon les critères PIA, encore une fois. Donc, voilà. Le calendrier d'approbation est similaire aux précédentes, mais qui ont été présentées. Mais donc, on s'attend à une adoption au second projet au mois d'août et à une résolution finale au mois de septembre. Et s'il y a lieu, un processus référendaire aura lieu aussi. Les zones visées par la demande donc, sont la zone 0,060 du projet et les zones contiguës pour le processus référendaire. Et certaines modifications ont été apportées à la résolution. Entre autres, on a ajouté deux dérogations à l'article 52 et 328 afin d'autoriser plus de souplesse en rapport à l'alignement, aux règles d'alignement au projet. Et enfin, on vient aussi fixer les marges du projet afin de faciliter son implantation et de limiter donc dans ce cas-ci les interprétations selon les règles d'insertion. Enfin, pour finir, certaines modifications d'ordre clérical sont apportées au projet, et ceci donc afin de rendre plus clairs certains aspects du projet, entre autres en rapport avec les unités de stationnement électrique et les enseignes. Donc voilà. On fait place à la période de questions et de commentaires. Merci pour la présentation.
comme tantôt, j'observe qu'il n'y a aucun membre du public qui est présent avec nous ce soir. Alors, n'ayant pas de questions ou commentaires du public, je déclare l'épuisement de l'heure du jour et je vous remercie toutes pour votre présence et votre travail, la présentation des dossiers ce soir. Alors, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Merci. Au revoir. Merci, bonsoir. Bonne nuit.